Bienvenue sur la troisième et dernière série concernant l'interprétation des maisons en astrologie. Et donc, nous allons voir à présent ce qu'il en est de la façon d'interpréter les maisons 9, 10, 11 et 12. Donc d'abord, je vais commencer par vous rappeler un petit peu ce qu'est une maison et ce qu'elle montre par rapport aux signes et aux planètes qui les habitent. Donc les maisons nous parlent de notre vie de tous les jours, si je puis dire, des domaines d'expérience concrets, des grands domaines de notre vie par rapport auxquels on intègre les thématiques, les qualités d'un signe donné en lien avec les planètes qui peuvent s'y trouver. Donc elles vont nous montrer ces maisons, ce qui dans notre vie de tous les jours peut être particulièrement sollicité, particulièrement investi au cours de notre incarnation. C'est valable aussi dans le cas des révolutions solaires où on peut avoir des thématiques qui vont ressortir plus particulièrement. Par exemple, on peut avoir des années où ça va être l'évolution professionnelle qui peut être sollicitée. Et donc on va avoir une, deux maisons qui vont être en lien avec le monde du travail qui pourront être très habitées. Il y a d'autres moments où ça peut être plus la famille, le couple, voilà, qui peuvent être sollicités, ou les voyages. Enfin voilà, c'est vraiment les thématiques de notre vie quotidienne qui nous sont montrées à travers l'interprétation des maisons. On peut aussi y trouver des indications sur les points de vigilance à avoir au niveau de la santé, là où on peut avoir peut-être des points sensibles particuliers. Sur le plan spirituel, les maisons peuvent représenter une sorte de prison, c'est-à-dire que puisque ça a trait à notre vie quotidienne, formelle, à partir du moment où nous sommes très focalisés dessus, où notre conscience et notre temps est complètement investi dans ces aspects-là, ben en fait, tout l'aspect un peu conscience, évolution spirituelle peut être soit un peu limité, bloqué, voire retardé, parce qu'encore une fois, on est un peu trop les yeux, si je puis dire, tournés vers le sol et pas assez vers les plans supérieurs. Après, c'est un équilibre à avoir, hein, de travailler à la fois avec l'aspect conscience, évolution spirituelle et avec tous les aspects de notre vie de tous les jours. Nous en étions donc, nous nous étions arrêtés à la maison 8 dans la deuxième vidéo. Donc là, deuxième podcast, je vais vous parler de la maison 9, la maison qui est gouvernée par le signe du Sagittaire et par la planète Jupiter. Donc on va voir que c'est une planète, enfin c'est une maison à cause de la planète Jupiter où les notions de progrès, d'expansion, de progression sont très présents. Au niveau physique, elle est en lien avec les cuisses. Pourquoi les cuisses? Parce qu'en fait, c'est la partie de notre corps qui nous permet de nous propulser en avant. C'est celle qui nous permet non seulement d'avancer, mais aussi de courir et donc de connaître une progression physiquement. Et ça, c'est le symbolisme de cette maison 9, qui est donc une maison, encore une fois, de progrès et de progression. Donc si éventuellement il y a des problèmes de santé au niveau des cuisses, peut-être faut-il se poser des questions sur des difficultés quant au fait de pouvoir avancer dans la vie, dans sa vie. Donc la maison 9 sur le plan personnel va évoquer des thématiques telles que les notions de défi, de challenge. Elle représente les buts que l'on se fixe pour, une fois atteints, s'en fixer de supérieur. Donc il y a quelque chose de très, on pourrait dire, de lié à l'ambition, hein, vraiment cette énergie, encore une fois, d'avancement, de progrès, de progression, de vouloir aller toujours plus loin. Hein. J'atteins un objectif, c'est bien, mais il m'en faut un supérieur. Il faut que je me dépasse. Il faut que j'aille toujours, que je franchisse des étapes pour aller de plus en plus loin. Et il y a ce côté très sagittérien, hein, de l'énergie forte à mettre pour tendre vers un objectif, mais une fois que cet objectif est atteint, bon, allez, vite, on passe à autre chose parce que là, à nouveau, il faut ressentir cet élan, il faut ressentir cet enthousiasme, il faut ressentir cette envie de dépassement de soi et de défis personnels que l'on peut se fixer. Et donc voilà, elle incite à des progressions, mais elle peut être aussi en lien avec l'imaginaire. Et donc, en fait, il y a deux types de progression. Soit on va progresser matériellement,
Donc on va améliorer ses conditions matérielles. On peut être très ambitieux et vouloir avoir, si je puis dire, toujours plus. Mais on peut aussi partir un peu dans l'imaginaire, voir ce qu'on va appeler l'évasion un peu mentale. Voilà, c'est peut-être que notre vie ne nous convient pas tout à fait telle qu'elle est, donc on va rêvasser, on va se créer des mondes imaginaires. Il me semble qu'au niveau, par exemple, des romans, je mettrais bien le Sagittaire en rapport avec la fantaisie, tout l'univers un peu de la fantaisie avec les mondes fantastiques. Voilà, ces mondes un peu parallèles que l'on peut s'inventer et dans lequel on peut aussi, à travers des jeux aussi, hein, il y a des jeux de rôle notamment, voilà, se créer des personnages et des mondes dans lesquels on peut s'évader. Elle renvoie aussi, ceci dit, à la philosophie, hein, ce qui est aussi une façon de penser et de penser autrement, de penser le monde, de penser des grandes idées, des grands concepts. Elle renvoie à la notion d'étranger au sens large. Donc la maison 9 peut, quand on a des planètes qui sont habitées, notamment un soleil, nous donner l'envie de voyager à l'étranger, voire d'aller vivre à l'étranger, d'apprendre des langues étrangères. Là, c'est peut-être plus si on a Mercure et Vénus en maison 9. Donc, d'être dans ce contact avec d'autres cultures, d'autres pays, d'autres façons de vivre, d'autres valeurs aussi que celles que l'on connaît de par nos origines. Donc voilà, c'est une invitation au voyage lointain, à la découverte, à l'exploration. C'est la maison des aventuriers, hein. Et donc là, l'exemple que j'ai pris, dont je vous parlerai dans quelques minutes, à savoir René Robert Cavelier de la Salle, donc un Normand qui était né le 22 novembre 1643, c'est vraiment la figure de l'aventurier, hein, de l'explorateur, le découvreur. Donc lui en plus était Sagittaire et son soleil en Sagittaire est en maison 9, donc on peut dire qu'il a une double dose d'énergie Sagittaire. Il aurait peut-être pu être philosophe, il aurait peut-être pu se contenter, je sais pas, d'enseigner des langues étrangères. Mais bon, ça a été un vrai voyageur et un explorateur. Donc, l'aventure, les enseignements supérieurs, les langues étrangères, tout ce qui touche aussi à l'esprit de recherche, enfin cette notion aussi d'exploration des possibilités et d'avancement, de progression à travers la recherche. Donc après il y a plusieurs maisons, plusieurs signes astrologiques qui peuvent être en rapport avec la recherche. En fait, il y en a quand même pas mal, hein. J'en ai parlé pour la Vierge et la maison 6, même pour le Cancer et la maison 4. On pourrait aussi rajouter la Balance, mais voilà, le Sagittaire peut aussi évoquer cet esprit de recherche, que ce soit la recherche sur le terrain pour explorer, pour découvrir, ou que ce soit la recherche mentale, philosophique ou dans d'autres domaines. Elle évoque un peu le sens de la quête, hein, façon, je parlais de la fantaisie, mais façon aussi un peu Moyen Âge, chevalier et grande aventure, le roi Arthur et tout cet univers-là. Donc vraiment le sens de la quête. Donc des personnes qui ont des planètes, dont par exemple le Soleil en maison 9, peuvent avoir le sentiment en fait d'avoir une quête à remplir, ou que la vie est une forme de quête. Donc c'est vrai que ça donne aussi cet élan d'exploration du monde, d'exploration de vivre, pour vivre des aventures en fait. Et elle est très liée, alors tout ça est en rapport, après c'est des mots différents pour dire les choses, elle est en rapport avec la notion de guide, c'est-à-dire que la maison 9, le Sagittaire, c'est le signe, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est le signe des coachs, c'est le signe des guides, donc de ceux qui, parce qu'ils ont déjà progressé sur un certain chemin, peuvent guider ceux qui se trouvent derrière eux sur ce même chemin, hein. C'est le cas par exemple des coachs sportifs qui sont d'anciens eux-mêmes joueurs sportifs et qui donc peuvent guider aussi les jeunes, si je puis dire sportifs, à progresser sur leur chemin. Je m'appuie sur mon expérience pour guider ceux qui se trouvent juste derrière moi. Sur les plans spirituels, la maison 9 va gouverner le centre sacré. Elle nous parle aussi du chemin de l'âme, et c'est-à-dire qu'en fait, là, on n'est plus sur des désirs personnels de progression,
d'aventure, etc. Mais on est sur une forme de quête et de découverte de son chemin spirituel. Donc, c'est la maison de l'intuition, c'est la maison qui révèle le chemin de l'âme. Bon, ça nécessite d'épurer certains mirages, hein. Il peut y avoir une forme d'errance et on peut penser que tel chemin c'est le bon, on peut aller sur des voies dites spirituelles et puis se rendre compte finalement que ça n'est pas juste. N'empêche que grâce à la maison 9, l'énergie sagittaire, on peut vraiment être impulsé à trouver son chemin d'âme. Elle est aussi en relation avec la Terre, la planète Terre, et avec les différents règnes qui s'y trouvent, ce qui fait que souvent les personnes qui ont des planètes en maison 9 ou en Sagittaire ont une connexion à la planète, à la Terre. Bon, c'est vrai que voyager, hein, c'est une façon aussi de se connecter au monde, de découvrir d'autres endroits, de découvrir aussi ce que sont les végétaux, les animaux ailleurs que dans notre pays de naissance. Donc voilà, il y a ce côté un peu relation, connexion avec la Terre et les différents règnes. Et donc de tendre aussi à s'en occuper ou à prendre soin d'eux, peut-être à faire des recherches aussi pour mieux comprendre ce que sont ces différents règnes, hein. L'étude peut-être d'un écosystème particulier ou d'un animal, sa façon de vivre, etc. Donc voilà, il peut y avoir aussi ce côté un peu à s'intéresser aux différents règnes de la nature. Et elle a un rapport aussi sur le plan spirituel aux finances, dans le sens où c'est la maison des financiers, dont le travail spirituel est d'amener une juste répartition de l'argent. Donc ça, je ne développerai pas plus, mais c'est aussi un aspect qui est relié à la maison 9. Bon, j'ai pris comme exemple René Robert Cavelier de La Salle, qui a donc en maison 9, alors Uranus et Mars en Scorpion, ainsi que Vénus, son soleil, Neptune et Mercure en Sagittaire, ce qui lui fait donc 6 planètes en maison 9, 2 en Scorpion et 3 en Sagittaire. Et donc, comme je vous disais, ce personnage, donc né en 1643, a laissé son nom dans l'histoire parce que c'était un aventurier et un explorateur. C'est ainsi qu'il s'est rendu aux États-Unis et au Canada, dont il a parcouru la région des Grands Lacs, et il a découvert des territoires qui étaient situés entre la vallée du Saint-Laurent et le delta du Mississippi. Donc là, je suis sur Wikipédia et je regarde quelques informations que je trouve intéressantes à partager par rapport donc à la configuration de son thème de naissance et notamment ce qu'il a en maison 9. Alors, il était destiné au départ à aller dans le domaine de la religion, parmi, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai lu, je vais le retrouver, parmi les jésuites. Oui, c'est ça, dans l'ordre des jésuites. Mais en fait, il y est rentré, a priori, pour faire plaisir à son père, et donc il a décidé, en fait, d'en sortir. Et ça me fait penser un peu à Uranus en Scorpion, en maison 9, où en fait, il a pu être amené à prendre un certain chemin, hein, la maison 9, je prends un chemin, et puis crise, le Scorpion, hein, Uranus, paf, je relie le haut et le bas, donc crise, qui amène à quitter un chemin parce qu'il réalise en fait que c'est pas ce qu'il veut vraiment faire, c'est pas son chemin, hein, c'est peut-être le chemin que son père aurait voulu qu'il prenne, mais c'est pas le sien, et donc il a décidé de sortir de ce chemin-là, donc il a quitté l'ordre des jésuites. Il a quitté également l'enseignement puisqu'il était, il était enseignant à Tours et à Blois notamment. Et donc il dit qu'il a quitté l'ordre des jésuites, enfin il est dit pour infirmité morale. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je trouvais l'expression intéressante. Et c'est là en fait qu'il part pour un premier voyage en Amérique. Il débarque en 1667 en Nouvelle-France, à Montréal. Bon, il a un frère qui y était déjà. Et de là, en fait, il va se mettre à partir sur des expéditions, hein, donc il va les financer lui-même. C'est intéressant parce qu'on retrouve le côté financement, hein, voilà. Donc il finance des expéditions autour des lacs Ontario, Erie, donc vraiment façon aventurier de l'époque, hein, il voyage sur des canaux avec avec une équipe, hein. Ils explorent ensemble.
Et ce qui était intéressant aussi de remarquer, c'est qu'à la base, c'était pas un aventurier et il n'était pas non plus d'une famille d'aventuriers. Mais bon, je pense qu'on en revient à Uranus en Scorpion en maison 8. Il a une espèce de révélation, d'appel peut-être pour les voyages, l'étranger, la découverte. Donc après, il a connu visiblement des hauts et des bas hein, dans ses voyages. Je crois qu'il a eu une fin assez dramatique. Il a été assassiné. Mais, euh, mais il va quand même beaucoup, voilà, beaucoup bouger au Canada et aux États-Unis. Euh, donc, il obtient aussi l'autorisation, on pourrait dire que c'est une commande en fait, hein, d'établir des forts, le fort Cataraqui sur le lac Ontario. Il va en créer d'autres qui permettent d'établir des routes commerciales. Donc c'est intéressant aussi de voir que quelque part il a été à la base de la création de routes, de chemins qui n'existaient pas auparavant. Bon, il a été anobli aussi, ce qui montre une progression aussi personnelle hein, dans son chemin de vie, puisque donc il a été fait noble. Et donc voilà, il va continuer à découvrir la partie ouest de l'Amérique du Nord, comprise entre la Nouvelle-France, la Floride et le Mexique. Donc il n'arrête pas en fait hein, de bouger, de voyager, de découvrir. Et puis, il faut pas oublier non plus qu'à cette époque-là, ces voyages, c'était quand même relativement pénible. Hein. Donc, on a aussi le côté scorpion, Mars en scorpion en maison 9, c'est que même si le chemin est difficile, ou peut-être parce que le chemin est difficile, le goût de l'aventure est stimulé et ainsi, enfin voilà, il y a une vraie, encore une fois, progression et la participation au fait d'ouvrir des voies commerciales, mais aussi des voies pour la circulation des personnes hein, dans ces régions qui étaient à l'époque très sauvages. Hein. Bon, après, il y a aussi clairement le côté conquérant, hein, voilà, par rapport aux natifs des coins où ils ont été. Bon, on a aussi Saturne en Bélier en maison 1, c'est voilà le côté effectivement. Euh, j'ai découvert donc c'est à nous quoi. Donc voilà, au nom de la France, ils assurent effectivement l'acquisition de territoires qui étaient de toute façon déjà occupés ou habités. Voilà, ils revendiquent le territoire pour la France. Bon voilà, je n'en dirai pas plus après ceux qui s'intéressent à l'astrologie ou à tout ce qui est un peu exploration et aventure peuvent aller voir ce qui était René Robert Cavelier de La Salle. Voilà. Donc je vais continuer à présent avec la maison 10. Maison 10 qui est gouvernée par le Capricorne et la planète Saturne. Au niveau physique, au niveau de la santé, les points de vigilance à avoir vont être le dos, les genoux, la vésicule biliaire et les os. Ce sont les parties que gouvernent la maison 10 et le Capricorne, qui sont des parties, qui sont des parties entre guillemets solides de notre corps. Et le Capricorne renvoie, hein, c'est le troisième signe de terre, à ce qui est le plus solide. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que la maison 10, dans le thème, elle indique, enfin, c'est la maison haute, si je puis dire, du zodiaque. Elle est au sommet, voilà, et donc elle marque cette idée d'atteindre un sommet, une maîtrise. Donc il y a des notions de sécurité, de stabilité, de solidité acquises. Et donc voilà, ça renvoie aussi physiquement à ce qu'il y a de plus solide dans notre corps, dans les os. Hein. Mais là aussi, où parfois, parce qu'il y a une certaine maîtrise qui a été acquise, il peut y avoir un manque d'humilité. Hein, voilà, en position, si je puis dire, supérieure au sommet. Il peut parfois être difficile d'être humble, de rester humble, et les difficultés de genoux hein, ou d'articulation peuvent aussi indiquer effectivement une espèce d'orgueil qui a été développé, la difficulté à plier le genou. Hein, on plie le genou quand on se mettre à genoux, hein, c'est une forme de salut et de salut le plus humble qui soit. Or voilà, quand il y a de l'orgueil comme ça peut se traduire au niveau des difficultés à plier les genoux. Donc elle évoque, comme je disais, sur le plan personnel, ce qui tend à être maîtrisé. Elle nous parle des domaines dans lesquels on peut atteindre une certaine expertise. Donc selon le signe et encore une fois les planètes qui s'y trouvent, elle nous donne des clés d'interprétation de
dans quoi on peut être particulièrement bon, là où on peut atteindre un certain niveau de maîtrise. Elle va évoquer tout ce qui a trait au pouvoir, au sens des responsabilités. C'est la maison un peu du pilier, que ce soit le pilier dans une famille, que ce soit le pilier dans un travail. C'est la personne sur laquelle on peut compter, sur laquelle on va s'appuyer, qui est fiable, qui est sérieuse, qui est rigoureuse, qui a donc encore une fois le sens des responsabilités, quitte parfois aussi en faire un peu trop, et pour elle et pour les autres, puisqu'en fait c'est la personne, encore une fois, sur laquelle on compte, et donc elle peut se retrouver elle-même très jeune dans une position de responsabilité, parce que parfois, un parent peut être défaillant, donc c'est l'enfant, l'adolescent qui va devoir prendre des responsabilités, et après il y a des schémas comme ça qui se mettent en place et qui font que elle peut continuer à être dans une position de responsabilité, mais au-delà, on va dire, de ce qui devrait lui incomber naturellement, hein. C'est la personne qui assure le plus gros du travail dans une entreprise ou dans le foyer à la maison. C'est celle aussi qui a du mal à déléguer parce qu'elle a ce niveau de maîtrise et de compétence qui fait qu'elle a du mal à laisser d'autres faire à sa place, hein. Peut-être penser aussi, on va retrouver un peu l'orgueil, que ce sera plus vite et mieux fait si c'est elle qui s'en occupe. Donc voilà, c'est la maîtrise, mais aussi la maîtrise avec ses excès. Donc elle nous parle de nos accomplissements, c'est vraiment une maison qui a trait à la notion d'aboutissement, hein, à quoi on aboutit dans la vie, avec tous les efforts parcourus pour en arriver là, tous les apprentissages faits, les compétences développées, une certaine sagesse acquise aussi, hein, qui va pouvoir être retransmise, parce que justement la position de maître, puisqu'on est sur la maison de la maîtrise, la position de maître ou d'expert incite à transmettre, hein. Ce que je sais bien faire, je peux l'apporter aux autres. Je peux l'apporter aux autres sous forme de conseils d'experts, en aidant, en accompagnant, aussi en guidant. Mais là, ça va demander aussi un juste positionnement, hein, toujours la question des responsabilités. Qu'est-ce qui est de ma responsabilité? Qu'est-ce qui est de la responsabilité d'autrui? Remettre chaque chose un petit peu à sa place. Et donc, elle peut aussi montrer, par exemple, notamment si Saturne s'y trouve ou Uranus ou Pluton, que l'on peut être soi-même maîtrisé alors ça peut être des formes pensées, des valeurs, des croyances, des schémas conditionnants qui ont pu être issus de l'enfance, de l'éducation, ou voilà, de certaines habitudes prises. Et donc, il y a la notion de voilà ce que je maîtrise, mais attention, je peux moi-même être maîtrisée, c'est-à-dire que je peux avoir des carcans, je peux avoir des rigidités, je peux être coincée par des conceptions, par des valeurs, et ça va m'isoler, ça va m'entraver, ça va m'empêcher de voir qu'il y a d'autres choses possibles, que je peux vivre ma vie autrement, que je peux que je peux penser autrement, que je peux peut-être faire d'autres choix aussi. Donc il y a un risque de cristallisation, d'enfermement avec la maison 10, hein. L'idée, c'est que tout sommet atteint doit être à un moment donné quitté pour que l'évolution se poursuive, hein. Ça ne doit pas être non plus une impasse dans laquelle on va rester scotché toute sa vie et arrêter d'évoluer. Certes, la position de confort, enfin de maîtrise est confortable, et les signes de terre aiment la sécurité, la stabilité, le confort de ce qui est connu. N'empêche qu'à un moment donné, voilà, il va falloir passer à autre chose. Autrement, après, on tourne en rond, hein, voilà, on est enfermé dans des routines, dans des habitudes, on répète toujours les mêmes histoires, hein, voilà, on est enfermé dans des schémas qui vont se répéter. Donc, aller voir ce qui maîtrise, ça peut être des peurs aussi qui m'empêchent justement de bouger, ou encore une fois, des conceptions, des valeurs. Ça peut être intéressant, voire important, quand on a des planètes en maison 10. Au niveau spirituel, puisqu'elle représente la maîtrise et le maître, elle va représenter le maître de sagesse, c'est-à-dire celui qui en fait est vraiment dans le don du meilleur de lui, de tout ce qu'il a compris, de tout ce qu'il a accompli, et qui va guider sur un chemin spirituel, sur un chemin d'élévation de conscience, alors même que lui continue à évoluer, hein. Il n'est pas sclérosé, il n'est pas enfermé dans sa maîtrise. Le véritable maître, c'est que voilà, l'évolution ne s'arrête pas, donc elle se poursuit. Il peut parfois accepter de retarder sa propre évolution parce qu'il va s'occuper d'accompagner d'autres personnes,
des disciples dans leur propre évolution, mais n'empêche que voilà, il est dans ce mouvement de la vie, dans cet élan d'évolution. Donc ça va représenter aussi la volonté, mais la volonté spirituelle, la volonté divine, des grandes lois, hein, un peu comme la balance et la maison 7, hein, le Capricorne est relié à Saturne, et donc forcément il y a un rapport avec les lois supérieures. Elle peut représenter un certain champ de service ce qui peut être justement transmis, apporté à d'autres, hein. Ça sera poursuivi avec la maison 11 et le Verseau. Et donc, c'est aussi la maison qui peut montrer les personnes qui vont peut-être venir soutenir et travailler en coopération avec d'autres personnes dans une forme de service. Voilà. Donc là, j'ai pris l'exemple de Jean-Jacques Rousseau, qui est donc né le 26 février 1575 à Genève, et qui avait, lui, si je dis pas de bêtises, 4 planètes en maison 10, donc il était Cancer, il avait son soleil en Cancer en maison 10, mais ce qui est marquant, c'est qu'il a aussi 3 planètes en Gémeaux en maison 10, donc il est connu, hein, pour ses écrits, pour son côté aussi orateur. Il avait donc Vénus, Mercure et Mars en Gémeaux en maison 10. Donc, quelques petits mots sur Jean-Jacques Rousseau, hein, que je vais aussi aller chercher sur Wikipédia. Ah, autant pour moi, j'ai fait une erreur dans ce que je vous ai dit sur sa date de naissance. Il est né le 28 juin 1712, donc bien à Genève. Donc c'est pour ça qu'il est Cancer d'ailleurs, hein, parce que le 26 avril, c'était pas possible qu'il soit Cancer. Donc c'était un écrivain, un philosophe et un musicien. Donc on a le côté Gémeaux de la communication, de l'écriture, et puis aussi de l'adaptabilité à des domaines différents, hein. Voilà, écrivain, philosophe, musicien, donc genevois. Bon, il avait, paraît-il, un petit sentiment de persécution parce que visiblement il était en conflit avec l'Église catholique. Alors ça, on ne le voit pas dans la maison 10. Par contre, on peut le voir avec la combinaison qu'il a de Pluton et Uranus en Vierge en maison 12. Donc il y avait une notion, vous verrez quand je traiterai de la maison 12 par la suite, une notion d'enfermement, une notion aussi peut-être de danger, un peu de rejet en lien avec donc la religion, la Vierge, c'est aussi très lié à la religion catholique, et donc le fait qu'il pouvait être, si je puis dire, en bisbille par rapport à l'Église catholique. Alors assez tôt, hein, je pense, il connaît un grand succès dès un premier un roman, en fait. Enfin, je sais pas si c'est son premier roman, mais en tout cas, il a un succès assez fulgurant grâce à ses romans, qui a été donc le roman Julie ou de la Nouvelle Héloïse, qui est un des plus gros tirages du XVIIIe siècle. Donc il y a un côté romantique, sentiment amoureux, la nature qui est très présent. Bon, ça peu importe, vous me direz, c'est pas en lien direct avec la maison 10. Mais voilà, ce côté effectivement donc de capacité, hein, de maîtrise au niveau de l'écriture, qui lui vaut d'être reconnu entre guillemets dans son domaine à lui comme un maître, hein. Je ne sais pas si on l'appelait comme ça, mais en tout cas d'être son nom a marqué l'histoire, est toujours présent pour ses livres, et aussi parce qu'il avait un côté, si je ne dis pas de bêtises, éducateur, donc le Cancer. Notamment, ça ressort dans le fait que, comme ils écrivent, hein, sur Wikipédia, l'élégance de l'écriture de Rousseau provoque une transformation significative de la poésie et de la prose française en les libérant des normes rigides venues du grand siècle. Autrement dit, il a un peu, si je puis dire, hein, éduqué un autre style d'écriture que celui qui existait à l'époque, hein. Donc voilà, ce côté un petit peu à montrer une autre façon de faire, une façon entre guillemets un peu meilleure, d'éduquer à d'autres possibilités. Et lui-même devait être relativement à l'aise avec ça, ça ne devait pas lui poser souci de sortir des normes et des carcans de l'époque. Et donc la maison 10, qui est reliée aussi au pouvoir, a un peu comme la maison 5, un rapport aussi avec la politique. Mais la politique, voilà, au sens de gouverner, politique d'entreprise, politique d'un pays. Et donc Rousseau avait une philosophie politique qui était bâtie autour de l'idée que l'homme est naturellement bon et que la société le corrompt. Bon, il y avait un peu une image négative de la société, mais voilà, il avait ses propres principes, il avait ses propres
sa propre perception de l'homme. Donc c'est vrai aussi que le cancer relie à la famille humaine. Donc voilà, ce lien aussi naturel avec l'homme, avec l'humanité. Et donc ce côté effectivement à voir le meilleur chez l'être humain et à croire dans ce meilleur-là. Donc la maison 10, c'est un peu voilà ce travail du maître de guider vers le meilleur, hein, de pas mettre l'accent que sur le négatif et de nourrir le négatif, mais d'accompagner vers le meilleur en révélant aussi l'existence de ce meilleur. Et c'est vrai que sa philosophie, hein, sa perception de la démocratie a joué aussi un rôle important au moment de la Révolution française. On a ce côté aussi Gémeaux enfin, l'information circule, les livres circulent et continuent à être vivants, à être vécus, et ça fait bouger les choses aussi, hein, cette capacité aussi à toucher et à participer à des mouvements, à faire bouger les choses. Voilà, donc c'est marqué à un plus long terme. Rousseau marque le mouvement républicain français ainsi que la philosophie allemande. Voilà, donc sa pensée circule et est perçue par d'autres comme étant, si je puis dire, plus qu'intéressante, hein, quelque chose à suivre. Bon, voilà, je n'en dirai pas plus parce qu'encore une fois, toutes les informations sont sur Wikipédia et que l'objectif n'est pas de vous faire un descriptif détaillé de Jean-Jacques Rousseau. Alors, continuons avec la maison 11 et le Verseau. Donc, cette maison 11 gouverne au niveau physique le système sanguin et la circulation du sang. Donc, c'est aussi une maison qui est donc gouvernée par un signe d'air. Et avec les signes d'air, on est, hein, je parlais pour le Gémeaux, on est dans l'idée de circulation. Donc là, on est sur la circulation sanguine avec le Verseau et la maison 11. Au niveau donc personnel, elle va gouverner le rapport au groupe, les clans, les clubs, les groupes, parfois aussi un peu l'élite, hein, le côté entre soi des personnes d'un même groupe social, d'un même univers qui vont se retrouver entre elles. Donc au départ, puisque c'est son objectif, hein, la maison 11, elle tende vers la fraternité, elle tende vers vraiment l'ensemble et la conscience d'ensemble. Elle va créer des groupes, elle va créer des clans. Donc c'est souvent des personnes, quand il y a des planètes en maison 11, dont le soleil, qui accordent une grande importance à l'amitié, au fait de se retrouver avec des personnes avec lesquelles voilà, elles partagent les mêmes valeurs, elles ont un peu les mêmes points de vue, elles peuvent avoir même style d'activité aussi. Donc voilà, on est un peu dans cette notion en tout cas de groupe qui va évoluer alors que la conscience évolue. Donc mais c'est ça qui est intéressant aussi, hein, c'est quand on travaille avec la maison 11, on grandit aussi à travers le groupe, à travers la relation aux autres, et donc les projets de groupe également. Elle a trait aux valeurs et notamment aux valeurs supérieures avec l'idéal de la société et puis donc la fameuse valeur de fraternité, mais aussi donc de liberté, hein. C'est une maison aussi comme la maison 5, la maison de son signe complémentaire, le lion, qui va faire travailler la liberté d'être, avec la dimension de l'idée d'offrir le meilleur de soi-même au plus grand nombre, voilà, à travers des projets et notamment des projets innovants. Donc c'est la maison de l'innovation, c'est la maison un peu des avant-gardistes, de la modernité, des nouvelles technologies, des sociétés qui sont voilà particulièrement modernes, enfin voilà tous les nouveaux courants, les nouvelles tendances, hein, émergents. Donc par exemple, ça peut donner des personnes qui peuvent très bien travailler, je sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, dans les nouvelles technologies ou dans la mode, dans tout ce qui est un petit peu moderne, comme ça peut donner aussi des personnes qui vont travailler sur des projets novateurs en écologie, dans l'environnement, etc. Ça paraît être très différent, mais il y a toujours un peu ce fil conducteur de l'innovation, de l'avant-gardisme, de la modernité et du groupe, hein, qui ressort. Hein, contrairement au lion et à la maison 5, un individu qui a un soleil en maison 11 est plus fait pour travailler, on va dire peut-être dans une grande entreprise ou en contact en tout cas avec une équipe, hein, travailler en groupe. Donc, elle parle des projets collectifs, elle
elle parle aussi du détachement, par rapport notamment à la maison 10. Alors c'est vrai que j'isole chaque maison, mais en fait c'est une histoire, enfin, qui se joue, hein, de la maison 11 à la maison 12. Et donc on peut voir la maison 11 comme étant, alors c'est logique, hein, la poursuite de la maison 10. Dans le Capricorne, on avait encore pas mal de conventions, de traditions, même de sécurité, de stabilité, donc de maintien des choses existantes. Quand on arrive dans la maison 11, on va se détacher. On va se détacher des carcans, on va se détacher de ce qui appartient au passé, on va se détacher de ce qui entrave la liberté d'être. Et donc, lorsqu'on a des planètes en maison 11, ça peut vouloir dire, c'est une interprétation possible, que l'on est venu justement réaliser un travail de détachement. Je vais vous parler de Bessie Delany, moins connue que toutes les autres personnes dont j'ai pu vous parler précédemment, mais qui a quand même un profil particulièrement intéressant, et donc beaucoup de planètes en maison 11. Et elle a notamment une lune en Vierge en maison 11. Et la lune évoque justement plutôt des blocages, évoque ce qui nous maintient un pas en arrière. Et donc, on voit qu'elle était quelque part coincée sur une certaine, à son époque à elle, sur une certaine peut-être image de la femme en lien avec la Vierge, la position sociale de la femme telle qu'elle était vue à l'époque par une société peut-être pas très ouverte à la liberté féminine. Et donc, on va voir ça, je ne sais pas si elle s'est battue, mais en tout cas, elle s'est affirmée pour revendiquer aussi sa liberté d'être. Donc c'est une maison qui pousse à contacter le meilleur présent en soi, hein. Ça peut être ses grandes qualités, ça peut être son potentiel de créativité, ce que l'on veut manifester, un peu comme le lion, ce que l'on veut rayonner, mais toujours avec l'idée que ça doit toucher les autres, ça doit toucher le monde, la société. C'est fait pour avoir un impact assez large, hein. On est sur un signe d'air avec le Verseau, donc on est toujours dans cette idée de circulation. C'est pas fait pour un succès juste personnel. Il faut aussi que ça permette enfin que ça soit bénéfique aussi pour d'autres, voire selon le niveau de conscience le plus grand nombre de personnes possible. Donc elle est reliée aussi au service, avec cette notion de manifester une forme de service, d'apporter, encore une fois. Hein, ça peut être servir, alors servir, ça peut se faire de plein de façons différentes, et justement c'est le signe qui va s'y trouver, qui va nous dire un peu comment est coloré, par quel type d'activité ou de créativité ce service est manifesté. Ça peut être du conseil, ça peut être de l'aide technique, ça peut être de plein de façons différentes, mais c'est aussi dans l'idée un peu de révolutionner, un peu beaucoup, hein. Les deux grands signes révolutionnaires, alors il y en a plus que deux, mais ceux qui me viennent directement à l'esprit, c'est le Verseau, donc la maison 11, et la Balance, la maison 7, hein. Voilà, on peut penser révolution, et avec donc la maison 11, liberté d'être celle ou celui que je suis, et donc d'affirmer, de rayonner mes qualités, ma créativité, en contact avec d'autres, et pour le bien du plus grand nombre. Bon, au départ, encore une fois, il peut y avoir des personnes qui vont se mettre dans un groupe, une espèce de clan d'élite, et ils vont se servir entre eux, ils vont quelque part se soutenir, s'épauler les uns les autres, et sans se soucier forcément de ceux qui ne font pas partie de leur clan. Mais ça, c'est un peu les premiers niveaux d'expression de la maison 11 et du Verseau, et plus la conscience évolue, plus on devient inclusif dans cette approche du service. Et c'est ce qui mène vers l'abondance, c'est-à-dire que l'abondance, hein, qui est on va dire la capacité, si je puis dire, à ne manquer de rien, ne vient qu'à partir du moment où on sait donner, où on sait distribuer, où on sait faire circuler, où on sait offrir aux autres sans compter, si je puis dire. Ça n'est qu'à ce moment-là que l'on peut vraiment rentrer dans l'abondance, hein. C'est un espèce d'échange, de circulation qui se fait naturellement, et qui arrive avec le Verseau et avec la maison 11. Donc après, c'est tout un cheminement, et là encore, je ne rentrerai pas dans les détails, mais en tout cas, sachez que la maison 11 est reliée à l'abondance, et si vous avez des blocages à ce niveau-là, peut-être qu'il y a des planètes de type, encore une fois, la Lune, Pluton, Uranus, voire Saturne, qui montrent que
il y a un travail un peu de libération à faire pour arriver vers l'abondance. Alors l'abondance, elle n'est pas que financière, elle n'est pas que pécuniaire, hein. Voilà, on va penser avoir de l'argent et en avoir suffisamment. Ça, c'est plus les maisons 2, maison 7. Mais c'est avoir tout ce qu'il faut et juste ce qu'il faut ou ce qu'il faut de juste pour pouvoir aussi justement aller vers le meilleur de soi-même. Parfois, on va manquer, je sais pas, d'accès à des formations pour pouvoir apprendre dans des domaines qui vont nous permettre justement de faire grandir nos capacités, nos compétences. Comme voilà, on peut manquer aussi de relations, on peut manquer, enfin voilà. Et l'abondance, c'est vraiment avoir ce qu'il faut pour aller vers le meilleur de soi. Donc voilà pour les grandes lignes sur le plan personnel. Sur le plan spirituel, elle nous relie à la vie, parce que vie et abondance, en fait, ça va ensemble, hein. À partir du moment où on est en contact avec la vie, on est en contact avec l'abondance, hein. Le courant de la vie, c'est celui qui amène l'abondance. C'est la maison qui peut nous permettre aussi de retrouver des personnes avec lesquelles on va justement aller vers une forme de service, hein. Le service, c'est lié à l'âme, c'est une expression de l'âme, hein. L'âme est service comme elle est amour. Et donc, comme l'âme est ensemble, forcément, c'est pas moi tout seul dans mon coin qui vais manifester ma forme de service, bien qu'il puisse y avoir des personnes qui vont travailler seules, mais elles sont reliées, même si elles s'en rendent pas compte, sur les plans subtils, énergétiques, spirituels, elles sont reliées à d'autres personnes qui travaillent avec elles sur les plans subtils dans une forme de service. Donc voilà, elle évoque la maison 11 sur le plan spirituel, la conscience et le travail de groupe. Donc voilà, l'incarnation, l'expression du service à l'ensemble, la créativité innovante, mais innovante vraiment dans une inclusivité qui fait que ce ne sont pas des innovations qui auront ou qui auront peu, parce que c'est dur de ne pas avoir du tout d'impact négatif, hein. À partir du moment où on produit des innovations techniques, technologiques, on va aussi produire forcément des objets, donc des déchets. Donc il y a forcément toujours la question de la vie de ces objets une fois leur utilisation terminée. Mais bref, ce sont des innovations qui sont porteurs de réels progrès, qui améliorent les conditions de vie, les conditions d'être, et qui soutiennent aussi l'évolution de la conscience. Voilà, donc c'est la maison du serviteur, de l'initié, cette maison 11. Et donc, qui était Bessie Delany? Donc c'était une femme noire qui est née à l'époque où il y avait encore la ségrégation et même, si je dis pas de bêtises, l'esclavage. Et elle a été avec sa sœur une grande elle a défendu les droits des hommes, notamment les droits des Noirs. Et donc, elle était très engagée dans les droits civils, la défense des droits civils. Donc ça, c'est aussi très valeur supérieure, maison 11, hein. Je vous l'ai pas dit, mais elle a donc son soleil, Vénus, la Lune, Saturne et Mercure en Vierge en maison 11. Donc, comme je vous disais, hein, la Lune en Vierge en maison 11, c'est qu'elle est arrivée dans un contexte, dans un environnement où, en tant que femme, mais de manière plus générale, dans des valeurs étroites, vieillottes à l'époque, c'était peut-être encore trouvé normal, mais où effectivement, il y avait cette problématique d'esclavage, cette problématique aussi de supériorité de l'homme blanc sur les hommes et femmes de couleur. Et donc, elle a grandi dans un contexte très difficile à ce niveau-là. Elle a été l'une des premières étudiantes noires à aller à l'université, donc j'imagine qu'elle n'a pas dû s'amuser tous les jours avec ce qu'elle a pu vivre en contact avec les étudiants blancs, hein. Sa place, ça va être compliqué. Mais voilà, elle savait ce qu'elle voulait, elle était décidée. Bon, la Vierge, elle voulait apprendre, elle voulait faire des études, elle voulait progresser, et donc elle a suivi ses valeurs, elle a suivi ce qui était important pour elle. Bon, elle a aussi Mars en Lion en maison 10, donc ce côté très affirmé, ce côté aussi décidé, je fais ce que je veux. Et donc après, elle en a fait quelque chose pour apporter à d'autres, et donc effectivement défendre le droit des personnes de couleur, les droits civiques.
Et elle est aussi devenue dentiste. Alors il y a le côté soins, santé de la Vierge qui ressort là. Et elle a partagé un cabinet dentaire avec son frère. Donc ça aussi, hein, c'est de l'innovation hein, par rapport à l'époque. Une femme de couleur, travailler dans un cabinet dentaire, avoir son cabinet dentaire, même si c'est partagé avec son frère, hein, c'est quand même quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Hein, voilà, le côté aussi original, mais parce que innovant, qui sort des conventions, qui sort des habitudes de la maison 11. Ça ressort bien, je trouve, à travers le parcours de vie de Bessie Delany et fait assez intéressant parmi tous ces faits-là. Hein, c'est que voilà, à 101 ans, avec sa sœur, elles ont écrit et publié un bouquin qui est devenu un best-seller et voilà, et qui a marqué aussi l'histoire. Et ça, elles l'ont fait, elles avaient 101 ans, donc c'est quand même quelque chose. Elles ont raconté leur vie hein, dans ce livre, donc c'est aussi quelque chose de d'assez original et d'assez oui, d'assez innovant, si on peut dire. Hein, voilà, je crois qu'elles ont été les auteurs, je crois qu'on dit les autrices, bref, les auteurs les plus âgés, elles sont rentrées dans le Guinness Book pour ça. Voilà, donc ce sont des faits particulièrement, je trouve, intéressants par rapport effectivement à ce qu'ils évoquent de la maison 11 et d'un parcours atypique, d'un parcours original et d'un parcours qui était fait aussi pour faire tomber des barrières, des carcans, des frontières et qui a servi, si je puis dire, un peu d'exemple, de modèle à d'autres. Voilà. Donc voilà pour la maison 11 et nous allons terminer avec la maison 12, gouvernée par le signe des poissons et la planète Neptune. Et là, nous allons parler de la reine Victoria. Sur le plan physique, la maison 12, donc dernière maison du zodiaque, vous allez voir, elle est pas rigolote cette maison. Elle va gouverner les pieds, le système lymphatique et les muqueuses, ainsi que les maladies chroniques. Donc si vous avez des soucis de ces côtés-là, à voir s'il n'y a pas des planètes en maison 12, n'importe laquelle d'ailleurs, ça fera effet. La maison 12 évoque tout ce qui a trait à un karma non racheté. Ça veut dire quoi un karma non racheté? Puisque bon, tout le karma, on a l'idée que un karma, ce sont des dettes qui n'ont pas été payées. Ben, en fait, ça veut dire que c'est un karma que l'on traîne depuis plusieurs incarnations et dont on a fait que, si je puis dire, hein, alourdir la charge. Alors, ça va dépendre effectivement de quelles sont les planètes et le signe qui habite cette maison 12, là où les planètes. Mais bon, dans le cas de l'exemple que j'ai mis ici, avec la reine Victoria, on a un soleil et une lune en Gémeaux en maison 12, ainsi que au-dessus Mercure en Taureau en maison 12, Mars et Vénus en Bélier, voilà, en maison 12. Bon, après, la reine Victoria, elle a pas eu une vie ratée, si je puis dire, hein, c'est pas ça. Mais voilà, elle avait peut-être une problématique d'enfermement et d'isolement. Et il est possible que dans de précédentes incarnations, elle était déjà très isolée. Alors, il y a pu y avoir des choix de fait, hein, parce que la maison 12 va renvoyer au couvent, elle va renvoyer à tout ce qui va isoler. Donc, hein, c'est les retraites spirituelles, mais c'est même les vies passées dans des couvents ou des monastères, et aussi des vies passées dans des prisons ou cloué sur un lit d'hôpital. Et donc il y a cette notion en fait d'avoir choisi trop de fois, trop longtemps, le même type un peu d'histoire enfermante, et donc ça devient des poids qui sont assez lourds, assez envahissants à porter, et qui peuvent donner l'impression que c'est pas toujours évident d'avancer sereinement. Après, ça n'empêche pas hein, de pouvoir avoir une vie heureuse, mais n'empêche que selon les planètes qu'il y a en maison 12, on peut avoir cette impression un peu de lourdeur, ou que les choses sont pas si simples que ça, et qu'il y a certains aspects de notre vie qui se mettent pas en place très facilement, un peu voilà, comme il y a une inertie, il y a des résistances, il y a des attachements à un karma voilà, qui n'a pas été donc transformé, et qui crée donc des lourdeurs. Ça participe aussi à créer souvent un peu de confusion, c'est-à-dire que la maison 12, on dit également qu'elle renvoie à l'inconscient, c'est-à-dire à forcément à l'inconscient dont on n'a pas conscience. C'est-à-dire, c'est comme si voilà, il y a un problème, mais on le voit pas. On voit pas qu'il y a un problème. Il faut vivre des crises à répétition
pour qu'à un moment donné, on se dise que bon, il y a peut-être un problème et que ce problème, il vient en partie de soi. Je dis pas en totalité, mais il peut venir en partie de soi. Sinon, euh, quand c'est vraiment inconscient, on va se dire, ben, je suis une pauvre victime, hein, la vie est dure avec moi, les gens me comprennent pas, etc. Donc les choses vont pas changer. Ça n'est que parce qu'on se dit à un moment donné que bon, là quand même, ça fait trop de fois que ça se répète, il y a peut-être un truc à voir chez soi, que ça sort petit à petit de l'inconscient. Mais au départ, c'est pas évident et donc il faut souvent pas mal de crises ou des crises fortes pour que l'on entende les messages que l'univers nous envoie, parce que c'est ça les crises, hein, pour amener justement à sortir, hein, de cet enfermement, de cet isolement, de cette confusion, de ce flou et de cette tendance parfois aussi à la victimisation. Donc elle renvoie à l'inconscient, elle renvoie à l'isolement, elle renvoie à une énergie d'inertie, donc la répétition encore et encore des mêmes schémas, des mêmes types d'histoires. La forme change un peu, mais bon, fondamentalement, c'est la même chose. Donc elle peut évoquer des épreuves à traverser. Alors il y en a qui disent qu'elle renvoie aux ennemis cachés, mais bon, bien souvent c'est nous-mêmes, hein, l'ennemi caché, enfin c'est une partie en nous qui sabote, hein, quand on a des planètes en maison 12, c'est pas tant les personnes extérieures, hein, c'est voilà, c'est partie de soi-même, de son karma. Et puis elle est reliée à la mort, c'est la dernière maison du zodiaque, hein, elle est donc gouvernée par les poissons, donc c'est une maison qui est là pour assurer la transition vers la première maison, pour redémarrer sur le nouveau cycle d'évolution. Mais elle évoque le fait que pour pouvoir redémarrer, il faut aussi se libérer, il faut aussi nettoyer, il faut épurer. Donc ça, c'est des grandes thématiques, et c'est du coup les thématiques spirituelles, hein, de la maison 12, c'est que c'est une maison qui produit un profond travail d'épuration. Elle permet vraiment de se dégager, de se délester, de se nettoyer de ce qui a suffisamment duré, et elle rend disponible à redémarrer sur une nouvelle histoire. Mais avant d'en venir là, il y a vraiment tous ces vieux trucs, toutes ces saletés, si je puis dire, qui sont bien présentes et qui encombrent bien. Donc voilà, elle demande à faire un travail de désencombrement, hein, encore une fois, de libération. Et quand c'est fait, alors c'est presque magique, parce que pour le coup, ce qui a été lâché, nettoyé, puré, c'est terminé. Voilà, on n'en parle plus. La page est tournée, ça reviendra plus, c'est fini. Et donc ça permet effectivement après de démarrer sur une nouvelle histoire, et ça permet aussi de développer vraiment la compassion, parce qu'à partir du moment où on traverse des épreuves, des souffrances, où on lutte, où on voit à quel point certaines choses sont difficiles, on peut comprendre aussi ceux qui vivent la même chose. Et c'est pour ça que fondamentalement, le poisson et la maison 12, ce sont des énergies de sauveurs. Mais dans un premier temps, ça va montrer ce qui en nous peut avoir besoin d'être sauvé, ou ce dont on a besoin d'être sauvé, hein. Nos ennemis dont on a besoin d'être sauvés, c'est voilà, encore une fois, des parties de nous-mêmes, de notre histoire, de notre karma, dont on a besoin vraiment de se dégager et de se libérer. Donc c'est ce travail-là que nous montre la maison 12. Donc autant en avoir conscience, hein, c'est là où l'astrologie peut être particulièrement intéressante, hein, c'est qu'elle peut montrer ce qu'on aurait du mal à voir soi-même tout seul, et donc à aider à engager un travail. Après, il faut se dire que les bagages karmiques, s'ils sont lourds, ils sont pas si faciles que ça à lâcher, mais n'empêche que si on se met on se met en route pour faire ce travail-là, bon ben voilà, on favorise quand même l'épuration, le nettoyage, la libération. Elle montre ce qui est à sacrifier, ce qui est à laisser, hein, voilà, le sacrifice, c'est pas le sacrifice de soi, c'est le sacrifice de certaines parties de nous, de certains schémas, valeurs, voilà, histoires qui doivent être laissées. Et une fois tout ça nettoyé, elle nous permet de contacter des grandes qualités qui sont là, hein, présentes, mais qui sont justement camouflées, cachées, enfouies, refoulées par des écrans, voilà, par tous les voiles et encore une fois le karma et tous les bagages envahissants que l'on porte. C'est une maison qui, du coup, lorsqu'on fait pas ce travail, peut conduire vers de la dépression, hein, voilà, c'est quand on a des planètes en maison 12, soit on peut soi-même vivre de la dépression, soit il est aussi courant que l'on ait un entourage, ça peut être par exemple l'un des parents, hein, qui soit dans la dépression. Donc il y a une énergie un peu mortifère avec la maison 12. Une autre possibilité aussi, c'est que l'on fasse pareil, soit directement, soit c'est une autre personne, l'expérience de la mort, hein, donc il peut y avoir des morts dans l'entourage quand on a des énergies poisson maison 12. Alors, on peut perdre voilà un parent assez jeune.
Mais on peut aussi soi-même faire des expériences, un peu de type mort imminente, par exemple, où on va frôler la mort, où on va être touché aussi, par des, on va se retrouver dans des environnements où la mort peut être présente. Il peut y avoir une certaine prise de risque et il peut y avoir, voilà, des personnes qui sont décédés dans cet environnement-là, et on arrive et on succède à une personne qui vient de décéder, par exemple. Bon, enfin, voilà. Après, il faut pas non plus s'inquiéter, hein. C'est pas parce qu'on a des planètes en maison 12 que on risque de mourir jeune, ou que voilà, forcément autour de nous les personnes vont mourir. Mais voilà, il y a une ambiance un peu mortifère, une ambiance un peu lourde de ce côté-là. Et donc, j'ai choisi de vous parler de la reine Victoria, puisque donc elle a quand même 5 planètes en maison 12, et ça va du Bélier au Gémeaux. Donc, elle a quand même trois signes qui sont présents dans cette maison 12. Donc, comme je disais, il y a Mars et Vénus en Bélier en maison 12, plus Mercure en Taureau, et son Soleil et la Lune en Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'elle a pu vivre et quelle a été son histoire qui pourrait donc nous écairer sur ce qu'est la maison 12? Bon, alors déjà, elle arrive sur le trône, elle n'était pas a priori destinée, faite pour arriver sur le trône. C'est parce qu'il y a pas mal donc de morts autour d'elle, de morts d'héritiers, on va dire quelque part, ceux qui auraient dû hériter le trône décèdent, et c'est donc elle qui se retrouve à l'âge de 18 ans à la tête donc de l'Angleterre et donc du Royaume-Uni. Après, elle deviendra aussi reine du Canada, il me semble, ainsi qu'impératrice des Indes. Donc bon, elle avait quand même des titres assez conséquents. Donc voilà, à 18 ans, elle monte sur le trône. Elle essaye d'influencer les politiques gouvernementales et les nominations ministérielles, mais visiblement c'est un peu compliqué. Donc son pouvoir, hein, c'est ça le soleil aussi, hein, son autorité peut avoir un peu de mal à se mettre en place, hein. Il y a une espèce, encore une fois, d'enfermement avec la maison 12. Visiblement, c'est pas, elle a pas, comment dire, elle gouverne pas de façon libre en étant écoutée, obéie, si je puis dire, de façon fluide et facile. C'est quand même un peu compliqué, et du coup, elle va être plutôt assimilée aux normes strictes de l'époque, de la morale de l'époque, donc hein, le côté victorien, avec ce côté un peu strict, froid, très très presque dur, hein, avec les valeurs victoriennes un peu enfermantes. Voilà, elle va se retrouver un peu associée à ça, même si, paraît-il, c'était déjà présent avant qu'elle prenne qu'elle soit sur le trône. Mais en attendant, elle a été vraiment associée, devenue un peu la figure de cette époque-là, cette époque victorienne, assez, encore une fois, rigide, assez stricte. Alors, elle se marie, elle perd son mari, il décède, et là, elle sombre dans une profonde dépression. Bon, ben voilà, la maison 12, elle fait une dépression et se retire de la vie publique. Et donc, en conséquence de ce retrait, le républicanisme gagne temporairement en influence. Donc, elle a eu un règne quand même relativement long, mais encore une fois, elle n'était pas aussi libre de pouvoir exercer son influence et de diriger l'empire comme elle aurait pu l'être, ou comme d'autres rois et reines ont pu l'être, ne serait-ce que la reine Elisabeth II, hein. Voilà, il y avait des entraves, il y avait des lourdeurs, voilà, c'était quand même pour elle assez compliqué, hein. Mais quand même, voilà, il y a quand même eu des changements sociaux. Bon, c'est vrai qu'elle avait un ascendant Gémeaux, donc prédisposée quand même à apporter des changements, ou en tout cas être dans une époque d'expansion, en tout cas de l'empire britannique. Voilà. Donc bon, après, hein, c'est pareil, il y aurait sûrement beaucoup de choses à dire, hein, qui pourraient se rapporter à la maison 12. Mais je pense qu'il serait temps quand même que je m'arrête, et je vous invite, si ça vous intéresse, à aller sur la page Wikipédia de la reine Victoria pour en savoir un petit peu plus sur effectivement sa vie, si je puis dire, sa psychologie, sa personnalité, et ce qu'elle a pu vivre. Tiens, là je tombe sur un passage sur Wikipédia
qui dit que Victoria décrit plus tard son enfance comme plutôt triste. Sa mère était extrêmement protectrice. Elle fut en grande partie élevée à l'écart des autres enfants. Donc voilà, l'isolement, la maison de 12, hein, une petite fille qui est un peu repliée sur elle-même, contrainte et forcée, qui manque de contact avec les autres enfants. Ça peut voilà, dire que son enfance a été plutôt triste. C'est bon, pas quand même génial. Ce système empêchait la princesse de rencontrer des personnes que sa mère et Conroy, je ne sais pas qui c'était, jugeaient indésirables. Voilà, il était conçu pour la rendre faible et dépendante. Enfin, voilà, c'était voilà, dès l'enfance un environnement assez isolé et isolant, la coupant facilement des autres, et donc une lune et un soleil en Gémeaux, ça manque de contacts sociaux, et bon, le Gémeaux renvoie aussi aux enfants, donc voilà, on retrouve ce côté à être isolé par rapport à d'autres enfants. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que je trouve que c'est assez long comme cela. Pour le coup, on en a terminé avec la présentation des 12 maisons en astrologie. Donc maintenant, vous avez des clés, et puis de toute façon, je vais continuer les vidéos pour vous permettre par vous-même d'interpréter des configurations astrologiques, déjà avec par exemple Saturne, et puis Mars. Donc vous regardez dans votre thème de naissance où se trouve Saturne, dans quel signe et dans quelle maison, et vous faites les recoupements à partir de ces informations-là. Ce sont des vidéos aussi que je destine particulièrement à ceux qui étudient la psychoastrologie avec moi. Bon, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi me contacter pour en savoir un peu plus sur les cours que je propose, ou les analyses astrologiques. Et en attendant, je vous remercie de votre écoute. Et à bientôt.